la constitution adoptée en 1974 maintient le parti unique. Il faudra 5 ans de plus pour voir des élections contestables. Moussa Traoré obtient 99% des suffrages. Son régime autoritaire étouffe toute forme de contestation jusqu'au tournant de l'année 1991. Unis pour réclamer le multipartisme, les forces d'opposition créent le mouvement démocratique. Un climat révolutionnaire gagne Bamako. Femmes, travailleurs, étudiants, tous descendent dans les rues de la capitale malienne. Le pouvoir réprime dans le sang. Et il reste ce soir à Bamako des centaines de blessés graves, laissés sans soins, faute de médicaments, comme la très jeune fille de cette femme qui agonise avec 18 balles dans le corps. Ma fille est en danger, elle a reçu 18 balles. Je voudrais l'évacuer, je n'en peux plus. On a renvoyé les médecins sans frontières, je n'ai plus d'espoir, je vous en prie. Je vous en prie. Ça va. Qu'est-il advenu de l'ancien président? Qu'allez-vous faire maintenant? L'ancien président vit. Sa femme également. Ses compagnons et ses collaborateurs les plus proches également. Eh bien, le peuple malien décidera de leur sort. Amadou Toumani Touré, une figure emblématique dans l'histoire du Mali, émerge comme un personnage central dont l'influence a façonné le destin politique de son pays. Militaire de carrière, il inscrit son nom en lettres capitales dans les pages de l'histoire malienne en tant que soldat de la démocratie. Son parcours riche en rebondissements reflète une trajectoire exceptionnelle, allant de son engagement dans des opérations militaires majeures à son rôle clé dans l'établissement et le maintien de la démocratie au Mali dans les années 1990. Originaire du centre du Mali, Amadou Toumani Touré a débuté sa carrière militaire au sein des forces armées maliennes, gravissant les échelons avec brio. Sa renommée s'est consolidée au cours de son engagement dans des opérations militaires d'envergure, notamment lors de la guerre du Tchad dans les années 1980. Cependant, son parcours prend un tournant décisif en 1991, lorsque, suite à des troubles politiques et sociaux au Mali, il s'érige en sauveur de la démocratie. À la suite du renversement du régime du président Moussa Traoré en 1991. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de carême. Et on a commencé à mettre les barricades. Et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties pour essayer de calmer la situation, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonchaient le long des chemins. Amadou Toumani Touré, surnommé ATT par la population, joue un rôle déterminant en instaurant une transition pacifique vers un régime démocratique. En un de vos communiqués, vous parlez de l'institution du multipartisme intégral. Je voudrais savoir, ce sera pour quand et comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Si nous étions prêts, je dirais tout de suite. Tout de suite, parce que notre peuple le mérite. Tout de suite, parce que les autres le font. Je pense, j'ai écouté, j'ai vu, j'ai lu. Il n'y a pas de chemin pour contourner cette démocratie. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Son engagement en faveur de la stabilité politique et de la démocratie ne s'est pas limité à cette période de transition. Élu président du Mali en 2002 lors d'une élection démocratique, ATT a œuvré pour le renforcement des institutions démocratiques, la promotion des droits de l'homme et le développement économique du pays. Son mandat a été marqué par des initiatives visant à consolider la paix et à renforcer les liens diplomatiques. Cependant, son règne a également connu des moments difficiles, notamment la gestion de la crise du nord du Mali et les critiques liées à la corruption. Malgré ces défis, Amadou Toumani Touré est resté une figure respectée et admirée pour son rôle clé dans la consolidation de la démocratie au Mali.
Son départ du pouvoir en 2012, marqué par un coup d'État militaire, a constitué une transition tumultueuse et a souligné les complexités de la gouvernance dans cette région. L'histoire d'Amadou Toumani Touré se présente comme une saga captivante où la trajectoire d'un homme s'entremêle intimement avec des vicissitudes façonnant un chapitre significatif de l'histoire du Mali. Amadou Toumani Touré est né le 4 novembre 1948 à Mopti, région du centre du Soudan français, colonie française à l'époque et actuelle République du Mali. Il passe sa petite enfance dans cette ville où il fréquente l'école fondamentale. Pour ceux qui ne connaissent pas, la région de Mopti est la 5e région administrative du Mali, située au centre du pays. Elle s'étend sur 79 017 km². La région de Mopti est limitée au nord par la région de Tombouctou, à l'ouest et au sud par la région de Ségou et au sud-est par le Burkina Faso. Adolescent, il arrive à Bamako dès 1966, année à laquelle il a été inscrit à l'école normale secondaire de Badalaboukou. Il en sort 3 ans plus tard, en 1969, et devient instituteur. Après quelques années d'exercice dans le domaine de l'enseignement, Amadou Toumani Touré décide de changer radicalement de métier et s'inscrit au concours d'entrée à l'école militaire interarmes de la ville de Kati. Ceux qui connaissent bien l'histoire du Mali ont certainement entendu parler de la fameuse ville de Kati. Cette ville est incroyablement témoin de la majorité des grands événements politiques ayant bouleversé le pays. Il réussit le concours d'entrée à l'école militaire interarmes de Kati et devient officier au sein du corps des parachutistes, corps d'élite chargé de la garde présidentielle. Officier assez dynamique et discipliné, Touré gagne la confiance du président de la République de l'époque, le général Moussa Traoré, qui l'envoie passer plusieurs stages en France et en ex-Union soviétique, avant de le nommer en 1984 commandant du corps des commandos parachutistes du Mali, communément appelé Béret Rouge. À ce titre, il est chargé d'assurer la garde présidentielle. Le 26 mars 1992, à la suite des émeutes monstrueuses et violemment réprimées par le régime, Amadou Toumani Touré, alors lieutenant-colonel, est choisi par ses pairs officiers supérieurs pour diriger la junte militaire qui a renversé le général Moussa Traoré. Paysans, éleveurs, pêcheurs, commerçants et artisans, fonctionnaires, élèves et étudiants, et toute catégorie socio-professionnelle de notre pays, l'heure est à la vigilance, l'heure est à la réconciliation, afin que soit bannie à jamais la corruption, l'affairisme, le népotisme et toutes les autres pratiques inavouables dans notre cher Mali. Il prend la tête du comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, et assure les fonctions de chef de l'État pendant une transition démocratique qui dure 9 mois. Il organise la conférence nationale qui se déroule du 29 juillet au 12 août 1991, puis des élections législatives et présidentielles en 1992. À l'issue de ces élections, il remet le pouvoir au nouveau président élu, Alpha Oumar Konaré. On le surnomme alors le soldat de la démocratie. Le nouveau président démocratiquement élu le nomme au grade de général pour le remercier de ses bons ou loyaux services. Son passage à la tête de l'État pendant les 9 mois de la transition lui donne l'envie de s'engager en politique et de briguer la présidence de la République. En 2001, Amadou Toumani Touré entrevoit de se lancer en politique. Il vise les élections présidentielles devant se dérouler en 2002. Le 1er septembre 2001, il demande et obtient sa mise en retraite anticipée de l'armée. Il décide de se lancer dans la vie politique en posant sa candidature pour l'élection présidentielle de 2002. L'élection de 2002 a été un moment crucial dans l'histoire politique du Mali. Le contexte était marqué par la fin du régime d'Alpha Oumar Konaré, qui avait servi 2 mandats en tant que président, conformément à la Constitution. Amadou Toumani Touré, ancien général de l'armée malienne, est déjà bien connu pour son rôle dans la transition démocratique de 1991, a émergé comme un candidat populaire et respecté. La transition démocratique de 1991 avait mis fin à des décennies de régime autoritaire au Mali, ouvrant la voie à un système multipartite.
Alpha Oumar Konaré n'est pas candidat dans la mesure où, selon la Constitution, il ne peut briguer un mandat supplémentaire. Si l'élection présidentielle de 1998-17 s'était déroulée dans un climat très tendu entre le parti au pouvoir, l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, PSG, et l'opposition qui est regroupée au sein d'un collectif décide de boycotter les élections, le climat politique quelques années plus tard s'est progressivement détendu, avec notamment l'organisation du Forum politique national en janvier 1999 et l'élaboration d'une nouvelle loi électorale. L'ensemble des partis prennent part au scrutin au sein du parti présidentiel. La succession d'Alpha Oumar Konaré entraîne des divisions. Ainsi, l'ancien Premier ministre et président de l'ADEMA, PSG, Ibrahim Boubacar Keïta quitte le parti pour fonder le Rassemblement pour le Mali le 30 juin 2001. Après sa démission de l'armée, Amadou Toumani Touré, que tout le monde appelle ATT, ne crée pas de parti politique. Étonnamment, il n'appartient également à aucun parti politique. Il s'appuie néanmoins sur une puissante organisation de la société civile, le mouvement citoyen que ses partisans ont créé et animé pour le soutenir. L'élection de 2002 a été saluée comme une étape importante dans la consolidation de la démocratie malienne. Amadou Toumani Touré, candidat indépendant, a remporté la présidence au premier tour avec une majorité significative, soulignant le soutien populaire dont il bénéficiait. Il nomme Ahmed Mohamed Ag Amani comme Premier ministre. Celui-ci démissionne le 28 avril 2004 et il est remplacé par Ousmane Issoufou Maïga. Les électeurs semblaient chercher une continuité dans la stabilité et la gouvernance démocratique qu'il avait expérimentée depuis la transition de 1991. Son premier mandat a été caractérisé par des efforts pour renforcer les institutions démocratiques du Mali. Il a mis en œuvre des réformes visant à améliorer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à encourager la participation citoyenne. Sur le plan économique, il a travaillé à promouvoir le développement et à attirer des investissements. Amadou Toumani Touré annonce sa candidature à l'élection présidentielle malienne de 2007 lors d'un déplacement dans une ville du Mali, Nioro du Sahel, le 27 mars 2007. Porté par un vaste soutien politique avec la collaboration de 14 partis, notamment l'Alliance pour la démocratie du Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA, PSG, et l'Union pour la République et la démocratie URD, réunis au sein de l'Alliance pour la démocratie et le progrès ADP, le président en exercice a orienté sa campagne autour de son bilan qu'il présente comme positif. Il met en avant un modèle de gouvernance axé sur le consensus et présente un programme pour le développement économique et social articulé autour de 9 priorités majeures. Ces priorités incluent le renouveau de l'action publique en matière de démocratie et de gouvernance, une croissance économique robuste visant un taux d'au moins 7% par an, le développement du secteur privé, l'amélioration des ressources humaines, la promotion de l'emploi des jeunes, une participation accrue des femmes au développement, le soutien aux initiatives culturelles et sportives, l'engagement des Maliens de l'étranger dans le développement du pays et la mise en place d'une diplomatie proactive. Lors d'un rassemblement à Koulikoro, une ville du Mali, il a dévoilé un projet ambitieux visant à créer 50 000 emplois pour les jeunes au sein de la fonction publique. Cet engagement illustre sa vision pour répondre aux défis socio-économiques du pays, mettant en lumière ses initiatives concrètes et son engagement envers le développement durable et inclusif. Affichant fièrement le slogan des campagnes « Pour un Mali qui gagne », le président en exercice a suscité le soutien ardent de ses partisans qui ont répondu le mot d'ordre Takokele, traduisible en bambara par prise unique, exprimant ainsi le désir d'une victoire dès le premier tour. Cependant, ses opposants, regroupés au sein du Front pour la démocratie et la République, FDR, l'accusent d'utiliser les ressources de l'État pour mener sa campagne. Les critiques portent également sur des allégations de favoritisme de la part du président et de son gouvernement, notamment en ce qui concerne l'attribution des logements sociaux. Le scrutin du 29 avril a été entaché selon eux de fraude, soulevant des préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral. Malgré ces contestations, Amadou Toumani Touré a été réélu président de la République dès le premier tour, le 29 avril 2007, obtenant un impressionnant pourcentage de 71,20% des voix. Son principal concurrent, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a recueilli que 19,15% des voix.
Les candidats de l'opposition réunis au sein du Front pour la République et la démocratie ont contesté le résultat à l'égard des fraudes. Ce dénouement électoral a exacerbé les tensions politiques au Mali, soulignant les divisions persistantes au sein de la société. En 2012, l'armée malienne se trouve engagée dans une guerre dans le nord du pays, déclenchée par une rébellion touareg, menée par les insurgés touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad et les djihadistes d'Amsardine. Assis derrière sa mitrailleuse, Omar Ould Amaa. C'est l'un des chefs militaires d'Ansardine. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessali. L'armée subit plusieurs revers. Elle souffre d'un manque de moyens par rapport aux Touaregs qui bénéficient d'un important matériel et d'armes lourdes récupérées à la suite de la chute de Kadhafi en 2011. Le moral des troupes est au plus bas. Les officiers supérieurs sont soupçonnés de népotisme, de favoritisme et de corruption, de détourner l'argent destiné à l'équipement militaire alors que le salaire d'un soldat de base est de 40 000 francs CFA, soit 60 € par mois. Fin janvier et début février, des manifestations des femmes de militaires réclament des munitions pour leurs hommes. À un mois d'échéance des élections présidentielles, l'autorité du président de la République Amadou Toumani Touré, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas, est remise en cause. Les militaires en colère se dirigent alors vers l'armurerie et font main basse sur armes et munitions. À 15h30, ils attaquent la présidence. Les bérets rouges, soldats du 33e régiment du commando parachutiste qui forme la garde d'Amadou Toumani Touré, résistent jusque vers 21h où l'enceinte du palais est forcée. Les militaires ne peuvent mettre la main sur le président qui a été exfiltré vers 18h. Les bâtiments sont alors pillés et partiellement incendiés. En fin d'après-midi, une centaine d'hommes investissent le bâtiment de l'Office de la radio-télévision malienne ORTM au centre de Bamako. La radio nationale suspend ses programmes. Le 22 mars, les meetings constitués un comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDR ou CNRDRE, font une déclaration le jeudi matin à 5h à la télévision nationale. Le lieutenant Amadou Konaré, porte-parole du comité, annonce la suspension de la Constitution et la dissolution des institutions de la République. Il justifie le coup d'État par l'incapacité du gouvernement à donner aux forces armées les moyens nécessaires de défendre l'intégrité du territoire national. Il précise que le CNRDR prend l'engagement solennel de restituer le pouvoir à un président démocratiquement élu dès que l'unité nationale et l'intégrité territoriale seront rétablies. Amadou Aya Sanoko, chef de la junte, annonce l'instauration d'un couvre-feu à partir du jeudi 22 mars. Parallèlement à la crise politique, le nord du Mali a connu une intensification des activités des groupes rebelles, Touareg et des groupes islamistes armés qui ont profité du vide de pouvoir créé par le coup d'État. Les forces armées maliennes, démoralisées par le renversement du gouvernement, ont eu du mal à contenir ces groupes, conduisant à la prise de contrôle de vastes territoires du nord par les rebelles. Face à cette crise, la CEDEAO a pris l'initiative de déployer des forces militaires sous la bannière de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, en collaboration avec la France qui a lancé l'opération Serval en janvier 2013 pour contrer l'avancée des groupes armés. Ces actions militaires ont contribué à repousser les groupes rebelles et à rétablir une certaine stabilité dans le pays. Finalement, des élections présidentielles et législatives ont été organisées en 2013, permettant l'élection des nouveaux présidents, Ibrahim Boubacar Keïta, et le rétablissement progressif de l'ordre constitutionnel. Cependant, les séquelles du coup d'État et ses conséquences, notamment les défis liés à la reconstruction, à la réconciliation nationale et la sécurité persistaient, illustrant les complexités d'une transition post-coup d'État dans un contexte de crise multidimensionnelle. Dans une quête d'exil empreinte de nuances, Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali, se retire au Sénégal avec sa famille sous les auspices de l'État sénégalais, prônant une distanciation prudente vis-à-vis de la vie politique de son pays d'origine.
Cependant, en cette journée mémorable du 27 décembre 2013, le gouvernement malien saisit l'Assemblée nationale, où trône la haute cour de justice convoquant ainsi le jugement de l'ancien président. Les arcanes politiques s'entremêlent alors, en ayant l'air apogée en décembre 2016, lorsque l'Assemblée d'une majorité écrasante rejette l'ouverture de poursuites contre Amadou Toumani Touré. Un tournant décisif s'est produit le 24 décembre 2017, lorsque, bénéficiant de l'aval du président Ibrahim Boubacar Keïta, Amadou Toumani Touré fait son retour à Bamako, marquant ainsi une réconciliation officielle avec son passé politique. La conclusion de ce chapitre survient le 15 décembre 2019, date à laquelle il fait son retour définitif. Cependant, le récit prend un sombre détour. Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2020, alors qu'Amadou Toumani Touré rend son dernier souffle en Turquie, son neveu, Oumar Touré, dévoile la triste nouvelle, révélant que cette perte survient quelques jours après une opération cardiaque à Bamako. Le 17 novembre, le Mali pleure son ancien leader lors d'obsèques nationales solennelles. Merci et à la prochaine. Opposant historique des premiers présidents guinéens Ahmed Sékou Touré et Lassana Conté, il incarne la résilience et la lutte pour la démocratie en Guinée. Fondateur du mouvement national démocratique qui deviendra successivement Unité, Justice, Patrie, UJP. Le Rassemblement des patriotes guinéens, puis le Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel. Il a navigué à travers les turbulences politiques avec une détermination inébranlable. Malgré des échecs électoraux en 1993 et 1998, il persévère et remporte l'élection présidentielle de 2010 avec 52,5% des voix au second tour face à Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. C'était l'homme nouveau qu'on aimait surnommer à Conakry, l'homme aux mains propres, une allusion faite à son refus de travailler avec Sékou Touré et Lassana Conté. Deux présidents, deux régimes qu'il a combattus politiquement pendant 40 ans. Très vite, les doutes qui ont entouré son élection ont été enterrés. Carte blanche lui a été donnée, car son parcours politique, son militantisme et les valeurs qu'il a défendues étaient en harmonie avec les attentes de la population. Il incarnait le renouveau, le changement et l'espoir. Il faisait l'objet des grands mythes à raison de toute une vie passée en exil forcé et parfois choisie en France. Réélu en 2015 avec 57,9% des suffrages dès le premier tour, il consolide son pouvoir. En 2020, à l'âge de 82 ans, une révision constitutionnelle controversée lui permet de briguer un troisième mandat. Il est réélu avec 59,5% des voix dès le premier tour, un résultat qui soulève des questions et des tensions. Cependant, en 2021, accusé de dérives autoritaires et confronté à des allégations de dictature, il est arrêté et destitué par Mamadi Doumbia lors d'un coup d'État. Cet événement marque un tournant dramatique dans l'histoire politique de la Guinée. Voici à présent l'histoire de Alpha Condé. Détenu Malinké, ses parents sont originaires de Bobo Dioulasso, une ville de Burkina Faso. Son père est venu dans la région de Kankan, Haute-Guinée, pendant la période coloniale comme cuisinier. Scolarisé à l'âge primaire à Conakry puis au collège séminaire des pères de Dingsine, Alpha Condé part en France à l'âge de 15 ans après avoir eu son brevet. Élève en classe de seconde au lycée Pierre de Fermat de Toulouse, il poursuit son cursus à Louviers, où des relations de son père le confient au maire Pierre Mendès France, qui devient son tuteur pendant ses années de première et terminale. Au lycée Turgot à Paris, il sympathise avec Bernard Kouchner, qu'il considère comme son frère, et passe son baccalauréat dans la capitale. Après un passage à la Sorbonne, Alpha Condé obtient une licence en sociologie puis un diplôme d'études supérieures, DS, avant de devenir docteur d'État en droit public à la faculté de droit de l'université Paris 1. Alpha Condé commence sa carrière en tant qu'enseignant, chargé de cours à la faculté de droit et scientifique économique de Paris 1. Il dit avoir été victime d'une agression le 28 mai 1970 à Paris, affirmant avoir reçu des coups de crosse et des coups de mousqueton, en même temps que des injures comme sale nègre. Il aurait souffert d'une double fracture du nez et d'une fêlure du palais. En 1977, dans la foulée de la rencontre tripartite de réconciliation à Morovia entre les présidents Sékou Touré, Félix Houphouët-Boigny et Léopold Sédar Senghor, Alpha Condé crée le mouvement national démocratique MND avec le professeur Alpha Ibrahima Sow, Bayo Khalifa et d'autres fondateurs.
Le MND subira plusieurs mutations, de la lutte clandestine à la lutte semi-clandestine et enfin à la lutte légale depuis 1991. Le MND devient ensuite Unité, Justice Patrie, UJP, le Rassemblement des Patriotes Guinéens, RPG, puis le Rassemblement du Peuple de Guinée, également RPG. Alpha Condé rentre en Guinée à la suite de l'ouverture démocratique des années 1990, fruit d'un long combat mené entre autres par Ba Mamadou, Serandiou Diallo, Mansour Kaba, etc. Le multipartisme intégral adopté par le régime du président Condé, autorisant la présence de plusieurs partis d'opposition en Guinée. Puis Alpha Condé prend part à la première élection multipartite du pays en décembre 1993 après 30 ans de régime autoritaire. Lors du scrutin, Condé est un des challengers de Lassana Conté, président depuis le coup d'État de 1984. Le général Conté est déclaré vainqueur avec 51,7% des voix, tandis que les observateurs nationaux et internationaux chargés de la supervision du scrutin dénoncent un fort climat de fraude et que l'opposition conteste unanimement les résultats officiels. Les partisans de Condé s'insurgent, particulièrement contre l'annulation par la Cour suprême de la totalité des résultats pour les préfectures de Kankan et Sigiri, où Alpha Condé était vraisemblablement fortement majoritaire. Condé demande à ses militants de ne pas prendre le risque d'entraîner une guerre civile et de concentrer leurs efforts sur le scrutin suivant. À l'élection présidentielle de décembre 1998, Alpha Condé se présente de nouveau, mais est arrêté et emprisonné à la suite d'une tentative d'évasion avant la fin du scrutin. Les résultats officiels publiés par le gouvernement déclarent Lassana Conté vainqueur du premier tour avec 56,1%, suivi de Mamadou Boimba avec 24,6%. Le 16 décembre, 2 jours après le scrutin, nombreux dirigeants de l'opposition sont arrêtés pour préparation présumée d'une rébellion contre la dictature en place. Les mois suivants, des exactions sont commises par des forces militaires sur les sympathisants de l'opposition. Alpha Condé est maintenu en prison pendant plus de 20 mois avant que le gouvernement ne constitue une cour spéciale pour le juger. Cette incarcération sans procès soulève un fort mouvement de protestation internationale. Amnesty International dénonce une violation des droits de l'homme et le Conseil de l'Union interparlementaire, une violation de l'immunité parlementaire dont Alpha Condé bénéficie en tant que député guinéen. De nombreuses voix s'élèvent tout au long de son emprisonnement pour demander sa libération immédiate, parmi lesquelles celle d'Albert Bourget, qui organise un important mouvement de soutien envers Alpha Condé, appelé le Comité de Libération, ou de Tikenja Fakoli, auteur de Libérer Alpha Condé, adressé au général Lassana Conté, que la jeunesse transforme en hymne à la gloire des martyrs et prisonniers politiques africains. Alpha Condé reçoit également le soutien de chefs de diplomatie étrangers, à l'instar de Madeleine Albright, États-Unis, qui se déplace à Conakry même. En France, le président Jacques Chirac s'implique personnellement. Sa mobilisation vient renforcer les multiples requêtes d'autres chefs d'État en demandant officiellement la libération rapide d'Alpha Condé. L'affaire d'Alpha Condé, comme elle est souvent décrite dans la presse, donne lieu à un procès retentissant et marque un tournant politique important pour la Guinée. Le 11 septembre 2000, à l'issue d'un procès commencé le 12 avril précédent devant la Cour de sûreté de l'État guinéen, spécialement constituée à cet effet, il est condamné à 5 ans de réclusion criminelle pour atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national et emploi illégal de la force armée. Son jugement est décrié dans la presse africaine et internationale. Alpha Condé est finalement libéré le 18 mai 2001 après avoir fait l'objet d'une grâce présidentielle 28 mois après son arrestation. À partir de la mort de Lassana Conté et de la prise du pouvoir par la junte militaire de Moussa Dadis Camara en 2008, Alpha Condé appelle au retour d'un pouvoir civil et à la tenue d'élections transparentes. Il le fait au sein des forces vives, constituées de l'opposition, des syndicats et des autres acteurs de la société civile. Dans une tribune publiée par le journal Le Monde en janvier 2010, il déclare que les massacres du 28 septembre 2009 au stade de Conakry mettent en évidence la nécessité d'une rupture complète avec le passé. En février 2010, Alpha Condé annonce la candidature de son parti au scrutin présidentiel de juin suivant. Alpha Condé arrive en deuxième position du premier tour avec 18,25% des voix, loin derrière l'ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo, 43,60%. Cette deuxième place est contestée par le candidat déclaré troisième par la Commission électorale nationale indépendante CENI, Sidya Touré,
13,03%, qui affirme que la junte militaire au pouvoir, dirigée par Sékou Konaté, a permuté les résultats sous la pression de la coordination mandingue. Le second tour a lieu 4 mois plus tard, au lieu de 2 semaines. Le 15 novembre 2010, Alpha Condé est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par la CENI avec 52,52% des voix face à Cellou Dalein Diallo. La Cour suprême valide l'élection le 3 décembre suivant. Alpha Condé est investi président de la République le 27 décembre 2010 à Conakry, en présence de 13 chefs d'État africains et de délégations gouvernementales d'autres continents. Il promet une ère nouvelle et annonce son intention de devenir le Mandela de la Guinée, en unifiant et développant son pays. 3 jours après son investiture, il nomme l'économiste Mohamed Saïd Fofana au poste de Premier ministre. Le 19 juillet 2011, soit 8 mois après son élection à la présidence, des militaires attaquent sa résidence privée de Conakry, dont une partie est soufflée par une roquette. Alpha Condé s'en sort indemne, mais un membre de la garde présidentielle est tué. Il accuse des personnalités des pays voisins, Sénégal et Gambie, d'être derrière l'événement, ce que ceux-ci démentent. Entre-temps, le pays connaît une croissance annuelle relativement importante, 4% en moyenne, malgré une stagnation du PIB en 2015. Dans le même temps, le chômage reste stable à 4,5% et l'inflation passe de quelques 20% à 10%. Par ailleurs, le pays voit sa dette publique passer de 68% à 19% du PIB, tandis que le déficit public qui s'élevait à 14% en 2010 devient un excédent 0,6% en 2017. Alpha Condé est réélu pour un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2015 avec 57,9% des voix au premier tour. Cellou Dalein Diallo arrive en deuxième position avec 31,4% des suffrages exprimés. En septembre 2019 à New York, il suggère l'organisation d'un référendum pour modifier la constitution guinéenne et lui permettre ainsi de briguer un troisième mandat interdit par la constitution de 2010. En réaction à un important mouvement de contestation, le mouvement FNDC, fédérant les principaux partis d'opposition, le FDG de Cellou Dalein Diallo et l'UFR de Sindia Touré, ainsi que les plus importantes organisations de la société civile, se dressent contre l'initiative présidentielle. Il fait reporter les élections législatives du 16 février au 1er mars 2020 et annonce la tenue simultanée d'un référendum constitutionnel. L'opposition guinéenne s'oppose à la tenue d'un référendum sur la réforme de la Constitution. Le référendum et les législatives ont finalement lieu le 22 mars 2020. Le 31 mars 2020, son parti annonce qu'Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre. Durant plusieurs mois, cette perspective suscite une vague de protestations qui fait des dizaines de morts. Le président sortant se présente alors comme le candidat des femmes et des jeunes. Le 18 octobre, il est réélu à l'issue du premier tour du scrutin avec 59,5% des voix. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, qui s'était proclamé vainqueur du scrutin avant la publication des résultats, est crédité de 33,5% des suffrages par la Commission électorale nationale indépendante. Alpha Condé prête serment le 15 décembre devant la Cour constitutionnelle, devenant ainsi président pour la 3e fois et appelle l'opposition à cesser les violences et est investi le 21 décembre 2020 pour un mandat de 6 ans par le président de la Cour constitutionnelle Mohamed Lamine Bangoura. Le colonel Mamadi Doumbia, commandant du groupement des forces spéciales guinéennes GFS, déclare qu'il retient Alpha Condé comme prisonnier. Le colonel annonce la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions comme le gouvernement ainsi que la fermeture des frontières. Il est placé en résidence surveillée. Détenu par la junte, le président Déchu est bien traité par celle-ci. Refusant de démissionner, il espère être rétabli par la CEDEAO, qui exige de son côté des élections dans les 6 mois. Le 17 septembre 2021, après avoir attendu sa démission, la junte désigne Doumbia président de la République. Celui-ci prête serment comme président de la transition le 1er octobre suivant devant la Cour suprême. C'est la fin de notre vidéo. Merci et à la prochaine. Ce sont des dirigeants français qui ont inspiré, préparé, déclenché, soutenu la sécession de la République du Sénégal. Je n'en veux pour preuve que quelques faits. La demande d'ajournement par la France à l'ONU de l'admission de la Fédération du Mali. Le refus systématique de la France
en application des accords franco-maliens, d'apporter son appui pour que soit assurée la sécurité intérieure de la Fédération du Mali. Au cœur des bouleversements politiques de l'Afrique postcoloniale, un homme a marqué son époque de ses idéaux et de ses actions. Son nom, Modibo Keïta. Dès ses débuts, il se dresse comme un fervent défenseur du panafricanisme, s'engageant dans un rapprochement audacieux avec l'Union soviétique. Dans un monde en pleine ébullition idéologique, il partage sa vision avec des figures telles que Gamal Abdel Nasser, Kwame Nkrumah, Ahmed Ben Bella et Nehru, chacun portant les espoirs de leur nation sur la scène mondiale. Cependant, l'utopie socialiste de Modibo Keïta se heurte rapidement à la réalité économique. Les politiques mises en place pour transformer le Mali en une société égalitaire et prospère échouent, plongeant le pays dans la pauvreté et ralentissant son développement. En 1962, l'adoption du franc malien provoque une inflation galopante, précipitant de nombreux Maliens dans la misère et nourrissant un profond sentiment de mécontentement et de contestation. Les répressions et difficultés alimentaires qui s'ensuivent rendent le régime de Modibo Keïta encore davantage impopulaire. Il est renversé le 19 novembre 1968 lors d'un coup d'État organisé par les forces armées maliennes et emprisonné à Kidal. Transféré à Bamako, il meurt en détention le 16 mai 1977. Dans ce documentaire, nous explorerons la vie de Modibo Keïta, un homme qui, malgré ses aspirations nobles, a été emporté par les tourments de l'histoire de l'Afrique moderne. Dans les rues de Bamako-Koura, quartier animé de la capitale du Soudan français, actuel Mali, naissait le 4 juin 1915 un garçon qui allait marquer l'histoire de son pays, Modibo Keïta. Fils de Daba et Fatoumata Kamara, il venait au monde au sein d'une famille malinké, imprégnée des traditions et des aspirations de sa communauté. Dès son jeune âge, Modibo montra des signes de détermination et de curiosité intellectuelle. Entre 1925 et 1931, il fréquenta l'école primaire de Bamako, jetant les bases de son éducation. Mais c'est à l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, rebaptisée aujourd'hui lycée Askia Mohamed, qu'il approfondit ses connaissances dès 1931. Sa soif d'apprendre le conduisit ensuite à l'école normale d'instituteurs, l'école William Ponty de Gorée à Dakar en 1934. C'est là que l'empreinte de Modibo Keïta commença à se dessiner. Ses enseignants le remarquèrent rapidement, louant ses capacités intellectuelles tout en notant son engagement politique naissant. Modibo se distinguait non seulement par ses résultats académiques exceptionnels, mais aussi par son activisme contre l'occupation française, un mouvement qui gagnait du terrain dans les cercles intellectuels de l'époque. En 1936, Modibo Keïta sortit major de sa promotion, portant haut les couleurs de son héritage malinké et de son engagement pour la liberté de son peuple. Fort de son diplôme d'instituteur, il commença sa carrière dans l'éducation, enseignant d'abord en région rurale, puis dans les villes comme Bamako, Sikasso et Tombouctou. L'année 1939 marqua un tournant décisif dans la vie de Modibo. Il épousa Mariam Traoré, une femme qui allait devenir sa compagne de vie et sa partenaire dans toutes ses luttes à venir. Cette union, bien plus qu'une simple alliance, symbolisait l'engagement indéfectible de Modibo envers sa cause et envers son peuple. Après les ravages de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère de bouleversements politiques et sociaux s'ouvrit pour Modibo Keïta. Animé par une vision de changement et de justice, il devint l'un des architectes de la renaissance politique de son pays. En 1946, il fut l'un des cofondateurs et le secrétaire général de l'Union soudanaise, rejoignant par la suite le Rassemblement démocratique africain RDA.
Mais son activisme politique ne passa pas inaperçu aux yeux du régime colonial français, qui le considéra rapidement comme une menace. En 1946, Modibo fut interné pour sa lutte contre l'oppression coloniale, témoignant de son dévouement sans faille à la cause de son peuple. Malgré ces épreuves, son engagement politique ne faiblit pas. En 1948, il fut élu conseiller général du Soudan français, représentant fièrement la circonscription de Bamako-Kita. Cette victoire marqua le début d'une ascension politique remarquable. En 1953, Modibo Keïta franchit une nouvelle étape en étant élu conseiller de l'Union française, une reconnaissance de son leadership éclairé et de son engagement envers les idéaux démocratiques. Mais c'est en 1956 que son influence politique atteignit de nouveaux sommets. Il devint maire de Bamako, la capitale dynamique du Mali naissant, et fut élu député à l'Assemblée nationale française. Sa voix résonnait désormais au cœur même du pouvoir politique français. Cette période fut marquée par des nominations prestigieuses au sein des gouvernements de la 4e République française. D'abord en tant que secrétaire d'État à la France d'outre-mer dans le gouvernement de Maurice Bourges Mounori, puis en tant que secrétaire d'État à la présidence du Conseil dans le gouvernement de Félix Gaillard. Ces postes de responsabilité lui offrirent une plateforme pour défendre les intérêts de l'Afrique et pour promouvoir ses idéaux de liberté et de justice. En 1957, son parti remporte une victoire écrasante aux élections et il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Ces deux derniers pays quitteront rapidement la fédération. Le 20 juin 1960, Modibo Keïta se retrouve propulsé au sommet du pouvoir en tant que chef du gouvernement et de la Fédération du Mali, une union qui réunit le Soudan français et le Sénégal. Cependant, cette alliance fut de courte durée et le 22 septembre 1960, elle vola en éclats. Dans ce tumulte politique, Modibo Keïta saisit l'opportunité de proclamer l'indépendance du Soudan français, baptisé désormais la République du Mali. Sous sa direction, le pays embrassa résolument le chemin de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Déterminé à façonner l'avenir de sa nation, Modibo Keïta opta pour une politique alignée sur le modèle soviétique, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire du Mali. En tant que socialiste convaincu, il entreprit de transformer progressivement l'économie malienne vers une socialisation plus prononcée. En octobre 1960, il créa la Société malienne d'importation et d'exportation SOMIEX, chargée du monopole de l'exportation des produits maliens et de l'importation des biens manufacturés et des produits alimentaires essentiels tels que le sucre, le thé et le lait en poudre. Cette initiative ambitieuse visait à consolider l'autonomie économique du Mali et à favoriser une distribution équitable des richesses nationales. Cependant, cette politique audacieuse ne tarda pas à rencontrer des obstacles majeurs. La création de francs CFA en 1962 et les difficultés d'approvisionnement qui s'ensuivirent déclenchèrent une inflation galopante, plongea une partie de la population dans la précarité et l'incertitude. Les paysans et les commerçants en particulier ressentirent l'impact de ces mesures économiques, nourrissant un profond sentiment de mécontentement et de frustration au sein de la société malienne. Sur le plan politique, Modibo Keïta fait rapidement incarcérer ses opposants comme Fili Dabo Sissoko et Amadou Diko, anciens députés représentant le Soudan à l'Assemblée nationale française. À partir de 1967, il déclenche la révolution active et suspend la constitution en créant le Comité national de défense et de révolution CNDR. Les exactions des milices populaires et la dévaluation du franc malien en 1967 amènent un mécontentement général. Les autorités tentent aussi d'introduire des politiques de lutte contre l'esclavage persistant dans certaines régions du pays malgré l'interdiction officielle. Le 19 novembre 1968, le Mali sombre dans les ténèbres de la dictature militaire lorsque le lieutenant Moussa Traoré orchestre un coup d'État implacable en renversant le président Modibo Keïta. Dans le sillage de ce coup de force, Modibo Keïta est emprisonné à Kidal, plongeant ainsi le pays dans une ère sombre et incertaine. Pendant 9 longues années, de 1968 à 1977, le Mali est gouverné par le Comité militaire de libération nationale, CMLN, imposant un règne de fer et de répression à la population malienne.
Les espoirs de démocratie et de progrès semblent s'évanouir alors que le pays est enserré dans les griffes de l'autoritarisme militaire. Pour Modibo Keïta, cet internement signifie la fin tragique d'une vie consacrée à la lutte pour la liberté et la justice. Le 16 mai 1977, dans des circonstances suspectes, il a rendu son dernier souffle à l'âge de 61 ans, détenu dans une prison de Bamako. Les autorités soucieuses de dissimuler la vérité annoncent son décès comme étant dû à un œdème aigu des poumons, masquant ainsi les possibles actes de violence et de négligence qui ont précipité sa mort. Malgré les efforts des autorités pour étouffer toute contestation, les funérailles de Modibo Keïta au cimetière d'Amdalaï deviennent le théâtre de manifestations massives, symbole de la détermination du peuple malien à ne pas oublier ni pardonner les injustices subies. Mais même dans le deuil, la répression continue alors que les services de sécurité, sous la direction de Tchekoro Bakayoko, répriment violemment toute velléité de protestation. Le président Moussa Traoré est obligé d'intervenir à la radio Mali pour donner une version officielle du décès de Modibo Keïta qui ne convainc personne. Modibo Keïta est réhabilité en 1992 à la chute du régime de Moussa Traoré par le président Alpha Oumar Konaré. Le mémorial Modibo Keïta est inauguré à Bamako le 6 juin 1999. Son épouse, Mariam Keïta, est décédée en 2014 à 94 ans. En janvier 2016, l'aéroport international de Bamako-Sénou est rebaptisé Aéroport international Modibo Keïta. Ainsi s'achève le chapitre tragique de la vie de Modibo Keïta, une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la dignité au Mali, dont le sacrifice reste gravé dans la mémoire collective de son peuple. Merci et